Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Promotion et valorisation de la filière menuiserie. Les formateurs étaient en immersion dans la préfecture de Forêt-Caria. Une activité pour mieux préparer les apprenants à travailler dans les entreprises où le bois constitue la matière première. Vaste campagne de reboisement de la préfecture de Dabola. Plus de 50 hectares sont concernés par cette opération de grande envergure. Une action pour protéger Dame Nature et lutter contre le dérèglement climatique. Et enfin, sport vers la Coupe d'Afrique des Nations de handball junior. Le coup d'envoi sera donné dans quelques jours seulement en Tunisie. En attendant, les représentants guinéens sont à l'œuvre pour réussir la compétition. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État et la première dame ont visité ce mardi les installations du numéro 1 mondial de l'acier Baowu Steel à Shanghai. Cette visite de travail s'inscrit dans une série de rencontres stratégiques visant à renforcer les partenariats entre la Guinée et ses partenaires internationaux, en particulier dans le secteur des mines. Omar Bari. Dans le cadre du programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse et stratégique s'étendant sur 15 ans et visant à transformer en profondeur l'économie guinéenne, Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, accompagné de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya, a effectué ce mardi 3 septembre 2024 une visite de travail à Shanghai, à la tête d'une délégation de haut niveau. Ce programme hautement stratégique de le projet Simandou et le catalyseur s'articule autour de différents domaines, entre autres. L'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. La délégation comprenait notamment M. Diba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, M. Bounatila, ministre des mines et de la géologie, et M. Ousmane Doumbouya, conseiller du président de la République. Cette mission économique avait pour objectif de découvrir les installations du géant industriel China Baowu Steel, avec un intérêt particulier pour les avancées liées au méga-projet de Simandou. China Baowu Steel, l'un des plus grands groupes sidérurgiques au monde, joue un rôle central dans le développement du projet Simandou, considéré comme le plus important gisement de fer au monde et pilier fondamental de l'avenir économique de la Guinée. Accueilli par M. Shu King, vice-maire de Shanghai, le chef de l'État a eu l'occasion de découvrir les infrastructures de Baowu Steel, en commençant par l'usine de laminage à chaud, une installation de pointe illustrant l'expertise industrielle avancée du géant de la sidérurgie. Il a ensuite visité le centre d'opération et de contrôle de l'entreprise, où il a pu observer de près les technologies et les processus de gestion de l'acier qui positionnent Baowu comme le leader mondial du secteur. La visite a été conduite par M. Hu Wangming, président du conseil d'administration du groupe China Baowu, qui avait déjà rencontré le président, le général Mamadi Doumbouya, lors d'une précédente visite en Guinée le 14 avril 2024. Cette rencontre à Shanghai s'inscrit donc dans la continuité des échanges visant à renforcer la coopération entre la Guinée et la Chine dans le cadre du projet Simandou. Et nous avions visité la sidérurgie de Baowu. Pourquoi cette visite? Parce qu'elle s'inscrit dans le pilier 2 de la vision de Simandou 2040, prônée par le chef de l'État, c'est-à-dire dans la mutation de l'économie nationale vers l'industrialisation. Une des bases de cette industrialisation, c'est nos ressources naturelles dont la Guinée regorge, la bauxite et le minerai de fer du projet Simandou qui entrera en production en 2025, fin 2025. Et il est prévu dans les accords du projet la réalisation d'une aciérie pour positionner la Guinée dans la mutation de l'industrie du minerai de fer. Qu'est-ce que ça dit? Parce que le minerai de fer du Simandou
c'est du premium, comme on dit dans le marché, c'est-à-dire c'est de la qualité pure, DSO, Direct Chip Ore, teneur moins de 65%, et qui est destiné à fabriquer aujourd'hui de l'acier vert. On a visité également le centre intégré de gestion et de commandement qu'on appelle Operation Center de toutes les usines de Baou en Chine. À partir de ce centre, l'ensemble des industries sidérurgiques de Baou qui sont disséminées à travers la Chine sont contrôlées, sont suivies en temps réel à travers un système d'information extrêmement performant. Tout ça, ça donne des idées pour pouvoir implémenter dans notre pays, transposer dans notre pays les meilleures pratiques de cette industrie pour que l'acier vert qui sortira demain, qu'on dise que la meilleure qualité vient de notre cher pays, et cet acier sera la base du décollage économique de la Guinée. Parce qu'à partir du minerai de fer, c'est avec ça qu'on fait de la construction, c'est avec ça qu'on fait de l'industrie, la base de l'industrie automobile, des navires. L'Antiquité, c'est l'un des minéraux les plus utilisés par l'homme. Donc, il est extrêmement important que, conformément à la vision du chef de l'État, que notre pays, qu'on s'achemine vers la voie de l'industrialisation. Le projet Simandou jouera un rôle crucial dans la décarbonisation de l'économie mondiale. Conformément aux exigences du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le contenu local, avec ses 3 axes de priorité, va offrir des opportunités d'emploi aux Guinéens, des opportunités de business aux entreprises guinéennes, mais aussi et surtout former les Guinéens pour préparer et garantir le transfert de compétences et de technologies à travers la plateforme Simandou Academy, qui est un élément clé du projet, notamment dans la phase de construction. La relance du projet Simandou représente une étape historique majeure pour la Guinée, offrant de réelles perspectives de développement économique et industriel, tout en équilibrant les intérêts nationaux avec ceux des investisseurs internationaux. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement guinéen à créer un climat d'affaires favorable aux investissements, tout en réitérant auprès des dirigeants de Baou sa détermination à faire aboutir le projet Simandou au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Il a souligné l'importance cruciale de ce projet, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour les partenaires internationaux impliqués. Cette visite de travail dans la province de Shanghai s'inscrit dans une série de rencontres stratégiques visant à renforcer les partenariats entre la Guinée et ses partenaires internationaux, en particulier dans le secteur minier, clé de voûte de l'économie guinéenne. La détermination du général Mamadi Doumbouya à promouvoir des projets d'envergure tels que Simandou démontre son ambition de positionner la Guinée comme un acteur économique incontournable en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat stratégique pourrait transformer le paysage économique guinéen dans les années à venir, concrétisant ainsi la vision ambitieuse du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée un hub industriel de premier plan. Merci à Oumar Barry pour ces explications. Retour en Guinée, et vous le savez peut-être, notre pays accueille depuis hier la réunion organisée du Parlement de la CEDEAO. C'est un événement qui réunit les parlementaires autour des défis sanitaires en Afrique de l'Ouest. Et juste après l'ouverture des travaux, la présidente de l'institution sous-régionale est reçue en audience par le président de la Commission de transition au milieu de discussion, la promotion de partenariat et de coopération au sein de la CEDEAO. En séjour de travail en République de Guinée, la présidente du Parlement de la CEDEAO effectue une visite d'échange et de courtoisie au Conseil national de la transition. Hadja Moumenatou Ibrahima et Dr Danza Kourouma échangent autour du renforcement de la coopération parlementaire entre le CNT et le Parlement de la communauté ouest-africaine. Et nous avons également remercié le président
du Conseil national de transition pour son engagement politique et pour tout le travail qu'il abat dans le processus de transition de la Guinée aux côtés de son Excellence le général Mamadou Doumbouya, dont nous saluons la vision d'intégration. Et nous avons rencontré un homme d'État engagé et un panafricaniste confirmé. Le président du Conseil national de la transition a réitéré la volonté des autorités guinéennes et celle de son institution en particulier d'œuvrer sans relâche pour le renforcement de la vie avec les pays de la sous-région. Nous avons apprécié d'abord le choix de la Guinée pour abriter cette session délocalisée de la commission mixte qui porte sur un sujet important, un sujet d'actualité en Guinée, l'éducation à la santé. Au moment où notre réforme constitutionnelle a envisagé la priorisation de l'éducation, de la santé, de la sécurité dans les politiques publiques et rendu obligatoire l'éducation fondamentale pour tous les enfants de Guinée jusqu'à l'âge de 16 ans. Je reconnais les avancées démocratiques au sein du Parlement de la CEDEAO, malgré les difficultés que notre institution sous-régionale traverse. Et la Guinée ouvre grandement ses bras, ses ailes et surtout son hospitalité à Madame la Présidente et toute sa délégation pour que la CEDEAO puisse dérouler à travers cet atelier ou cette réunion l'essentiel de sa vision de réforme. À travers cette réunion sous-régionale organisée à Conakry, la Guinée reste et demeure un pays fréquentable, attaché aux valeurs d'unité, de progrès et de coopération dans le respect mutuel. Le président du Conseil national de transition, la délégation du Parlement de la CEDEAO est reçue par le Premier ministre Amadou Ouriba, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement guinéen à renforcer le partenariat dans plusieurs domaines d'activités sociales et économiques. Hadika. Depuis hier, le Parlement de la CEDEAO tient sa réunion délocalisée à Conakry, placée sous le thème promotion des services et de l'éducation. Ce matin, ces parlementaires sont reçus en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Les discussions portent sur la déclinaison des grandes lignes de la réunion, les objectifs assignés et le renforcement du partenariat entre les différentes structures du Parlement, de la CEDEAO et le gouvernement. Il s'agira de réfléchir et identifier les défis auxquels sont confrontés nos systèmes sanitaires et de faire des propositions pertinentes pour l'amélioration des services de santé en termes de renforcement de capacité des personnels de santé et en termes d'innovation des curricula dans les différentes écoles et universités. Nous savons également que la République de Guinée est dans un processus de transition et nous avons exprimé nos encouragements et nous avons préconisé que le dialogue soit au centre de toutes les actions du gouvernement afin que tous les fils de la Guinée puissent ensemble et construire ce pays et réussir ce processus de transition pour le bien du peuple guinéen et également pour le bien de l'Afrique. En cette période de transition en Guinée, la tenue de cette réunion à Conakry offre des opportunités au pays de multiplier des contacts fructueux. Avec cela, le Parlement de la CEDEAO entend mettre les bouchées doubles afin d'améliorer le système sanitaire de la sous-région ouest-africaine. Et dans l'actualité encore tenue ce matin à Conakry, des travaux de la 50e session du Conseil des superviseurs des banques et de la 8e session du Comité des assureurs de la zone monétaire ouest-africaine. Tous les pays membres de ces instances ont pris part à la rencontre présidée par la Banque centrale de Guinée. Les résultats issus de ces deux rencontres vont permettre de faciliter les prises de décision lors du Conseil des gouverneurs qui doit se tenir très bientôt à Conakry. Les experts des 6 pays de la région se sont retrouvés à Conakry pour statuer sur la 50e session des superviseurs des banques et la 8e session pour le compte des assurances de la zone. De
d'échanger des idées et d'expériences sur toutes les questions d'actualité qui intéressent les superviseurs et régulateurs de l'espace sous-régional dans ces secteurs très digitalisés de nos jours. Des questions liées aux échanges d'informations, la promulgation et la révision associées aux dossiers liés au blanchiment des capitaux, la digitalisation ou les questions climatiques ont fait l'objet de discussions. Je suis heureux de vous informer que le rapport du projet, le modèle de cadre de supervision transfrontalière et le modèle de protocole d'accord ont été présentés et approuvés par le comité des gouverneurs de la CEDEAO pour adoption et mise en œuvre dans la sous-région de la CEDEAO. Je voudrais aussi vous informer que l'IMAO a soumis une proposition à la BAD pour financer le développement d'un sandbox réglementaire digital pour la région, afin de promouvoir et harmoniser les processus de surveillance réglementaire des fintech dans la ZMAO. En réponse, le représentant du gouverneur de la Banque centrale s'est réjoui de l'attention particulière des États membres et a invité les experts des 6 pays membres de la ZMAO à plus de pragmatisme pour l'atteinte des normes de convergence pour aboutir à la création d'une monnaie ZMAO à moyen terme. Comme vous le savez, il aura lieu ici à Conakry les réunions du comité de gouverneurs de Banque centrale et du conseil de convergence des États membres. Les gouverneurs, lors de leur réunion, de vous des propositions et des recommandations visant à renforcer la résilience du système financier des pays membres de la zone. Pour ma part, je voudrais particulièrement vous inviter à plus d'implication dans l'atteinte des objectifs de vos pays respectifs et de notre zone commune. Au titre de la 8e session du Collège des assurances, le président du comité de supervision a mis l'accent sur le marché des assurances, le capital basé sur les risques, l'assurance TACAFUL et la lutte contre le terrorisme. Je reste convaincu que les échanges d'expériences ainsi que les recommandations qui seront formulées aideront les pays de la zone à avancer d'une même voie vers la mise en œuvre des réformes réglementaires et prudentielles nécessaires à garantir la solidité et la résilience de nos marchés d'assurance respectifs. De l'analyse de la situation, le gouvernement de la Banque centrale, qui a facilité cette rencontre, attend beaucoup de résultats auxquels pendant 5 jours, les experts des 6 pays pourraient aboutir. Signalons que les résultats de cette rencontre seront soumis dans les jours à venir au Conseil des gouverneurs pour analyse et adoption. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, et nous allons parler d'une filière à l'enseignement technique, une filière très convoitée et où des efforts sont menés pour améliorer la prestation des formateurs. Il s'agit de la menuiserie qui connaît plusieurs mutations avec les nouvelles technologies. L'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel vient même de boucler un programme intense de perfectionnement des formateurs. Et l'une des étapes déterminantes de ce programme a été cette immersion à Mafereya dans la préfecture de Forikaria, une immersion que vous allez découvrir dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo et Suleiman Kondé. Pour améliorer la qualité de l'enseignement technique, l'État guinéen mise davantage sur le perfectionnement des professeurs via le mode plateau remise sur orbite depuis l'avènement du CNRD. Depuis un certain moment, un accent particulier est mis sur la filière menuiserie au regard de son potentiel. Pour rehausser le niveau des formateurs, une immersion est organisée à Mafereya, à l'usine de fabrication des meubles et portes de l'entreprise Marifala. De la conception à l'emballage, en passant par le traitement du bois et la production, les formateurs des différents CFP ressortent émerveillés. Ça dépasse l'entendement. On ne croyait pas qu'on allait retrouver une unité pareille en Guinée. Non, on ne croyait pas. C'est une satisfaction totale. C'est un sentiment de satisfaction de recevoir cette école dans nos enceintes aujourd'hui, dans le cadre de la formation professionnelle. Et ce serait très important en fait, de faire cette collaboration pour pouvoir non seulement former les jeunes cadres, et pour pouvoir aussi
aussi fournir l'entreprise en cadre et à des travailleurs qui sont très professionnels. Cette immersion à Mafereya dans cette usine de fabrication de meubles et portes permet aussi aux formateurs de comprendre les nouvelles tendances concernant leur métier afin de mieux encadrer les apprenants dans les CFP pour répondre aux besoins du monde du travail. Les formateurs déjà ils sont actuellement en formation en perfectionnement technique et au terme de cette formation, on les a offert cette immersion pour venir dans l'une des entreprises leaders dans la fabrication des meubles. Donc, ça les a permis, n'est-ce pas, de faire entre le programme enseigné et les réalités de l'industrie. C'est le fruit de l'impulsion que les nouvelles autorités du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entendent donner à l'élan de réforme qui est en cours depuis presque 3 ans maintenant. Madame la ministre nous a enjoint récemment de vraiment compléter les opérations de perfectionnement que nous faisons par des activités d'immersion au sein de l'industrie locale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement technique, nous formons pour l'économie, nous formons pour ces industries-là. Avec cette immersion, l'AMPET marque une nouvelle étape dans son processus de rehaussement du niveau des formateurs, tout en scellant un partenariat qui va contribuer à moderniser la formation dans la filière menuiserie. Et après cette méthode de service du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, une note portant fixation de date de la rentrée et calendrier universitaire 2024-2025. Article 1er. La date de la rentrée universitaire est fixée au lundi 14 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le calendrier universitaire 2024-2025 s'étend du lundi 14 octobre 2024 au lundi 30 juin 2025. Il est réparti en 2 semestres académiques organisés comme suit. Premier semestre, du lundi 14 octobre 2024 au vendredi 28 février 2025. Deuxième semestre, du lundi 3 mars 2025 au lundi 30 juin 2025. 2 périodes de congés sont accordées au cours de l'année universitaire. Congé de fin d'année, du lundi 23 décembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025 inclusivement. Congé du mois d'avril, Pâques, du lundi 21 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 inclusivement. Article 3. Les grandes vacances vont se dérouler du mardi 1er juillet 2025 au mardi 30 septembre 2025 inclusivement. Article 4. Les frais d'inscription et de réinscription sont fixés respectivement à 200 000 francs guinéens et 150 000 francs guinéens, incluant une assurance et l'accès à la documentation numérique. Article 5. La direction générale de l'enseignement supérieur, les fondateurs, les recteurs et les directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte de la présente note de service. Conakry, le 4 septembre 2024, signé le ministre Alpha Bakar Bari. On vous le disait hier, les agents publics de l'État bénéficient désormais d'une couverture médicale à hauteur de 80%. C'est une initiative présidentielle qui est en vigueur depuis le mois dernier. Alors, quelques semaines après, une mission de la Direction générale de la Caisse nationale de la prévoyance sociale s'est rendue dans les hôpitaux où les assurés sociaux sont hospitalisés. Voici le constat dans ce reportage d'Alpha Issiagabar. Depuis le mois dernier, la couverture médicale des fonctionnaires et retraités est effective dans le pays. Dans les hôpitaux d'Ignasidine et de Donka, plusieurs agents de l'État sont hospitalisés. Sur le terrain, la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, colonel Aminata Diallo, est venue constater de visu l'effectivité de la couverture médicale. Après le lancement officiel de la couverture médicale pour tout ce qui est fonctionnaire et retraité de la République de Guinée, initié par le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que les partenaires sociaux, à travers bien sûr le ministère de la fonction publique, on est venu aujourd'hui la caisse, c'est-à-dire la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. On s'est déplacé après les 1 mois pour venir visiter les structures sanitaires et voir comment nos malades sont accueillis et comment ils sont traités. Chez les patients,
La satisfaction est totale quant aux médecins et responsables du corps médical. C'est donc le respect de la convention récemment paraphée avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une très bonne chose, parce que depuis les dépenses, c'est maintenant que je vois une prise en charge des retraités et des travailleurs. Et vous savez que le travail en Guinée n'est pas bien traité. Donc si ce point, cette prise en charge est assurée par l'État, on ne peut que le remercier. La CNPS est une très bonne structure humanitaire qui aide les gens. Donc je suis très content de la prise en charge. Depuis que je suis là, tout se passe bien. Je reçois les 3 repas par jour, matin, midi, soir. Nous sommes très heureux de recevoir la Caisse nationale de prévoyance sociale ici pour venir voir les conditions de prise en charge des malades de la Caisse, mais aussi parler avec les patients, s'enquérir de leur état de santé, mais aussi voir leur satisfaction par rapport à la prise en charge qui est faite à l'hôpital national d'Onka. La couverture médicale des agents de l'État est une initiative présidentielle. La visite de la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour s'enquérir de la mise en application effective de cette mesure sociale des autorités du CNRD et du gouvernement va se poursuivre dans les autres hôpitaux du pays. Et pendant ce temps, les membres du bureau de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée étaient chez le ministre de l'Énergie. Une visite pour prendre contact avec le chef du département et établir un pont de collaboration. L'objectif est de mieux traiter les questions liées au secteur énergétique en Guinée, un secteur qui connaît ces derniers temps quelques difficultés. Kani Diallo et Nabi Kamara. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a conféré lundi avec le bureau de l'Union des radios et télévisions de Guinée. Ils ont planché sur la problématique de l'eau et de l'électricité, deux secteurs stratégiques pour le développement d'un pays. L'objectif, c'était d'échanger sur la situation liée à l'électricité dans notre pays. Vous conviendrez avec moi que nous venons de traverser une crise énergétique et le gouvernement fournit énormément d'efforts pour résoudre cette question, mais aussi il y a des réformes qui sont en cours au niveau du secteur. C'était de partager avec eux ce qui va se passer, partager avec eux les activités en cours et voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner le département aujourd'hui à faire comprendre à la population que oui, il a d'autres responsabilités de fournir de l'énergie, mais de l'autre côté aussi, il est important que les gens puissent s'acquitter de leur devoir qui n'est autre que le paiement de ce qu'ils consomment. Durant près d'une heure, Abakar Kamara et ses hôtes ont passé en revue tous les problèmes qui assaillent son département avant que ces derniers ne l'assurent de leur engagement à l'accompagner par l'information et la sensibilisation des populations ainsi que les partenaires au développement en vue de la réussite de ces différents projets. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur la situation des DG que nous-mêmes, en tant qu'acteurs du monde des médias, on ne comprenait pas. Et donc cette rencontre nous a permis justement d'avoir, si vous voulez, une compréhension plus ou moins linéaire de cette question. Et vous l'avez suivi, c'est une première qui a commencé ici au ministère de l'Hydraulique, qui va se poursuivre dans les jours à venir au niveau de l'EDG, la direction de l'électricité de Guinée. C'est autant dire que toutes les couches sociales du pays reconnaissent l'importance du département de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Merci Anabi Kamara. Dans la rubrique La Guinée de la refondation, nous allons prendre ce soir la direction de la préfecture de Mali, où les dispositifs d'accès aux services sociaux de base connaissent une nette amélioration. Là-bas, vous allez le voir, en plus de la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement en eau et en électricité, les travaux de construction de voiries urbaines et la route nationale Labé Mali sont salués par les populations. La rubrique est signée Fodé Kamara et Sarafoudine Diallo. À la frontière avec le Sénégal, la préfecture de Mali-Mbérin a une économie locale portée par les activités agro-pastorales et touristiques. À près de 600 km de Conakry, la préfecture de Mali présentait l'image d'une localité oubliée par les actions publiques de développement.
Aujourd'hui, grâce aux autorités, l'espoir est né. L'eau potable et l'électricité sont disponibles à Mali pour le plus grand bonheur des populations. Quelqu'un qui a connu Mali avant le 5 septembre et quelqu'un de Mali de septembre, 5 septembre 2022, à ce jour, il constatera quand même qu'il y a eu un changement. Nous avons le courant 24 sur 24. Nous avons l'eau 24 sur 24. C'est pas tout. On nous avait promis ici 17 km de route au niveau du centre-ville. Les travaux sont en train d'être faits avec la société Ecopress. C'est vraiment satisfaisant. Donc c'est pas tout. Les routes sont en train d'être aussi faites entre différentes collectivités. D'autres projets de grande envergure sont lancés, tels que le bitumage des voiries urbaines et de la route nationale numéro 8, la baie Mali, d'une distance de 107 km. Pas plus de 2 semaines, 3 semaines, on a fait la pose de la première pierre de la construction de 120 km reliant la baie à Mali. Mali est la première préfecture à bénéficier d'un tel financement, donc ça ne pouvait pas nous laisser sur nos lauriers. Il fallait qu'on en manifeste et qu'on procède au souhait de lecture et de bénédiction, non seulement pour tout le peuple de Guinée, mais notamment pour la bonne réalisation de toutes les actions du CNRD entreprises à Mali. Heureux de la mise en œuvre de ces projets d'utilité publique et pour voir à court terme le bout du tunnel dans le registre du désenclavement, les habitants et les autorités locales de Mali organisent la lecture du Saint-Coran et des sacrifices dans les mosquées. Par rapport aux travaux de construction des routes qui ont débuté, c'est-à-dire la route de l'abbé Mali et les voiries urbaines. Donc c'est compte tenu de tout ça là que nous sommes retrouvés pour dire que vraiment il faut qu'on fasse des sacrifices pour que Dieu nous facilite la tâche de réaliser ce grand projet. On sait que si la route là est réalisée, vraiment Mali sera une très grande préfecture et une préfecture qui sera convoitée par tout le monde, même les pays voisins. Pour redynamiser ce talent de développement engagé par le CNRD, le Coran a été lu plusieurs fois et d'autres invocations sont formulées pour la paix et l'unité nationale, fondement de tout développement. On sait que nous ne sommes pas oubliés, est-ce que nous ne sommes pas l'enfant chéri de la transition? Parce que dans 2 ans, tout ce que vous voyez comme ça, c'est programmé dans 2 ans et c'est en train d'être réalisé dans les 2 années. Donc mes mots, c'est des mots d'encouragement de la population, c'est des mots de remerciement à travers toute la hiérarchie de commandement étatique en Guinée, notamment le général Doumbouya,